Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Parlons peu, parlons prêt by La Maison des Courtiers. Je suis Laurent, expert en financement, et aujourd'hui nous allons parler d'une étape clé dans votre projet immobilier. Que faire une fois que vous avez trouvé votre bien et que votre offre a été validée par votre vendeur? Si vous avez écouté le premier épisode, nous avons déjà abordé comment définir votre budget, comment définir votre capacité d'emprunt. Et bien maintenant, les choses deviennent concrètes. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet du compromis de vente. Comment signer ce compromis de vente? Comment constituer un dossier solide pour avancer sereinement sur votre projet immobilier? Exactement, Laurent. C'est une étape excitante, mais c'est aussi stressant. Pour beaucoup de futurs propriétaires, même moi qui maîtrise le sujet du financement, j'ai toujours un peu d'appréhension dans cette période sur laquelle on va rentrer, où on signe le compromis et on doit tout préparer pour aller jusqu'à la signature de l'acte authentique. Voilà, heureusement, tu es là pour nous éclairer, n'est-ce pas, aujourd'hui? Avant de rentrer dans les détails, peux-tu nous expliquer pourquoi cette phase, elle est si importante? Parce qu'en fait, c'est le socle, c'est la base de ton financement. C'est à ce moment-là que tout va se préciser et que tout va se déterminer. Le montant que tu vas emprunter, les conditions de prêt, les documents nécessaires qui vont être envoyés en banque sont des éléments importants. Il ne faut pas qu'il y ait une erreur, qu'il y ait un oubli à ce stade, car ça peut ralentir et compromettre en clair le dossier auprès des établissements bancaires. Donc en clair, il ne faut pas passer cette étape ou la prendre à la légère, c'est quelque chose de très important. Top. Bah, alors on attaque. Par quoi Allez, on on y commence va. après, une fois que l'offre d'achat a été acceptée? Déjà, on va commencer par revalider toutes les informations que l'on avait, situation personnelle, professionnelle, pour faire en sorte que le dossier soit mis à jour. Parce que entre aujourd'hui et quand on s'est vu il y a un mois, 2 mois, 6 mois, il a pu se passer de nombreuses choses. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire en sorte que on valide tous les éléments pour constituer un dossier solide avec des éléments concrets, des éléments récents, pour que le dossier, quand il est présenté en banque, soit conforme. OK. Du coup, bah, alors qu'est-ce que tu vas vérifier en priorité, une fois que je reviens, te revoir, voilà, pour te dire que, bah, l'offre a été acceptée et que, je vais être sur le point de signer le compromis, hein. J'ai pas encore signé, mais, Bah, voilà, je t'informe de ça, Tout quoi. d'abord, on va vérifier ta situation personnelle. Est-ce qu'elle a bougé ou pas? Ta situation familiale, est-ce qu'elle a été modifiée? Est-ce que tu es toujours marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu en as à naître? Et puis, on va regarder, bien évidemment, les éléments concernant l'endettement et concernant le reste à vivre. D'accord? Parallèlement à ça, on va regarder tout ce qui concerne la situation professionnelle. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que tu as changé de poste, par exemple? Est-ce que tu as un nouveau contrat? Est-ce que tu as eu une augmentation de salaire? Etc. Donc tout ça, ça consiste à mettre à jour ton dossier de façon à ce qu'on ait une vue très précise et très récente de tous les éléments de ton dossier, situation personnelle, professionnelle et financière. Du coup, alors, tu as refait le point sur ma situation perso, pro, du coup, les extraits bancaires, qu'est-ce que tu vas regarder, sur cette partie-là? En fait, les extraits de compte bancaire, on va les regarder de manière très précise, c'est-à-dire qu'on va déjà les mettre à jour. On va reprendre les derniers. Et puis, comme je l'avais précédemment expliqué dans le premier épisode, les extraits de compte, c'est quelque chose de très révélateur sur le comportement bancaire. Donc, ce qu'on va vérifier, c'est que, on n'ait pas eu d'incident, qu'on n'ait pas eu de dysfonctionnement majeur, de façon à ce que on puisse assurer et afficher une gestion saine en bon père de famille, ce qui est souvent un signal très positif pour les banques. OK. Donc ça, c'est hyper important de faire une mise à jour et qu'on n'ait pas d'incident sur les comptes bancaires. OK, parfait. Du coup, alors, imagine, c'est moi qui suis, voilà, c'est moi qui achète, hein, je trouve le bien, je viens te voir et je suis sur le point de signer le compromis. Qu'est-ce qui doit contenir ce compromis pour que, bah, ça puisse, moi, me sécuriser, en tant qu'acheteur? Qu'est-ce qui est important de s'assurer, sur ce compromis, quoi? Eh bien, sur le compromis, on va trouver plein, 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 plein d'éléments. Essentiellement liés au descriptif du bien, au prix, mais on va trouver un élément qui est hyper important pour nous, que l'on trouve quasi systématiquement, à moins que la personne achète comptant, donc cash, c'est une clause suspensive liée à l'obtention d'un prêt. Cette clause, elle a pour objectif de protéger l'acheteur en cas de refus de prêt. Alors bien évidemment, on n'est pas non plus toujours confronté à ça, mais ça peut arriver, Mmh. d'accord? Et ça permet de protéger le client si toutefois il n'avait pas ses financements.
Cette clause, il est important qu'elle soit rédigée convenablement, que les montants qui sont inscrits dessus soient les bons. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer en amont que le plan de financement soit bien établi et que quand on rédige cette clause qui comporte le montant, la durée, le taux, on ait bien évidemment les bons éléments. Parce que souvent, on a des plans de financement qui sont établis avec le montant de l'achat, le montant des frais de notaire, mais sont oubliés parfois certains autres frais inhérents notamment à la garantie, notamment aux frais de dossier, notamment à des petits travaux. Et il est important que le plan de financement soit bien établi. Donc avant de rédiger ce compromis, il est nécessaire que l'on pose le cadre de façon à ce qu'on ait un plan de financement très précis. Est-ce que tu as un exemple pour illustrer tout ça? Est-ce que tu as déjà eu un cas d'un client qui est venu te voir et puis tu te rends compte que cette clause, elle n'est pas bien rédigée? Bah, ça m'est déjà Situation qui arrivé. était déjà arrivée. Ouais, ça m'est déjà arrivé dans le cadre d'un client récemment hein, qui achetait un bien et sur lequel on avait une problématique d'assainissement. Et cette problématique d'assainissement, en fait, était notifiée. Alors, il faut savoir quand même que l'assainissement, c'est quelque chose d'obligatoire et qu'il faut être conforme. Mm. Mais il était notifié dans ce compromis de vente, donc d'où l'intérêt aussi de lire l'intégralité du compromis, que l'acheteur en faisait son affaire. Sauf que la dimension assainissement étant une obligation réglementaire d'être conforme, elle a un coût. Et ça peut parfois avoir un coût très important sur le projet en lui-même. Et dans la clause d'obtention du prêt, de conditions d'obtention du prêt, n'étaient pas intégrés ces travaux. Donc on a notifié qu'il était important que bien évidemment ces travaux qui avaient une volumétrie de 15 000 € à peu près soient notifiés pour que si toutefois on avait un refus sur ce financement, soit intégré cet élément-là qui était quand même un élément important dans l'achat. Ah ouais, quand même, ouais. Il faut vraiment pas négliger cette partie-là, quoi. Non, pas du tout. Et c'est très important d'en parler en amont. C'est pareil en termes de délai. Alors, souvent, cette clause suspensive liée à l'obtention d'un prêt permet de faire les demandes de financement avec une date à 60 jours. Avant, c'était 45, et puis les délais s'étant allongés ces dernières années, on est plus communément autour des 60 jours. 60 jours, c'est beaucoup, et pas beaucoup à la fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le 30e jour pour venir faire sa demande de financement ou intervenir. Parce que plus tard on intervient, plus c'est compliqué. Donc j'aurais tendance à dire que plus on prend les choses en amont, plus c'est serein et plus on a de chances de transformer l'essai. Ok, parfait. Du coup, le DPE, on en parle vraiment beaucoup hein. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est aussi bien pour du locatif que pour l'achat. Pourquoi c'est si important aujourd'hui pour le financement bancaire? Comment les banques, elles voient le DPE aujourd'hui? En fait, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. En fait, en clair, c'est est-ce que ton bien, il est énergivore et il te coûte extrêmement cher en termes de facture d'électricité ou de gaz, principalement, parce que ce sont les principales, les principaux types de chauffage. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand on achète, en fait, ça a vu le jour quand on a commencé à avoir l'envolée des coûts de l'énergie. Ça peut avoir un impact non négligeable sur le portefeuille du client en fin de mois. Et donc, les banques sont attentives à ça, notamment quand on a des maisons ou des biens qui sont codifiés F ou G, où là, on a des passoires énergétiques et qui nécessitent un poste de charge d'électricité ou de gaz, ou tout au moins d'énergie, assez important. Donc, parfois, elles intègrent ou elles prennent en considération cet élément-là dans le poste de charge des clients et elles évaluent en fait la capacité du client à pouvoir supporter cela. Au-delà de ça, ça peut avoir un autre intérêt, c'est que ce diagnostic de performance énergétique, il met le doigt sur ce qui ne va pas au niveau du bien. Ça peut être de l'isolation, ça peut être des fenêtres, ça peut être une ventilation mécanique contrôlée, ça peut être pas mal de choses. Et il détermine sur le DPE le montant nécessaire à ce que, en termes de travaux, pour faire en sorte d'améliorer la consommation énergétique du bien. Et donc, parfois, il est intéressant aussi de se poser, de regarder s'il n'est pas plus intéressant d'intégrer, et des fois on a des banques qui nous le sollicitent, qui nous le proposent, d'intégrer en fait ce budget de travaux dans le financement, d'accord, de façon à réduire la facture d'électricité. Parce qu'au réel,
ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que payer d'un côté l'électricité ou payer de l'autre côté les travaux, c'est peut-être mieux de payer les travaux puisque de toute façon, à terme, il y a aussi une notion de plus-value. Un bien mieux coté se vendra mieux sur le marché qu'un bien décoté. Ok, parfait. Et du coup, alors, si j'ai bien compris par exemple que tu as cité tout à l'heure, du coup, qu'est-ce que ça donne si pour le contrôle assainissement, alors ça concerne plus les maisons finalement, hein, Oui, pas trop, voilà, si on achète un appartement, il ça n'y a pas concerne. ça, il y a pas ce contrôle assainissement, enfin, c'est lié à la copro. Donc ça, c'est plus dans le cas d'une maison, quoi. Bah, en fait, c'est assez récent. Avant, on avait les clients qui achetaient, donc c'est aussi dans le cadre de la protection de l'acheteur. C'est de façon à ce que le client sache, celui qui achète, tout ce qu'il va avoir dans son bien et que tout fonctionne convenablement. L'assainissement, il en existe deux types. Soit on a l'assainissement non collectif, ou soit on a l'assainissement collectif, appelé tout D'accord. à l'égout, et l'autre, c'est sur son terrain. Ces travaux-là, souvent, sont des travaux coûteux parce que ça nécessite de faire déplacer des engins, ça nécessite des pelleteuses, etc. Et donc, il n'est pas rare que le coût d'un branchement en tout à l'égout soit autour des 5 à 10 000 euros et qu'un assainissement autonome soit autour des 10 à 15 000 euros. Donc, c'est des budgets qui peuvent avoir leur importance dans un plan de financement ou quand on achète. Donc, il est préférable d'en avoir conscience dès le départ et que le client sache où il va. Au moins, l'acheteur a une maison qui est aux normes et qui lui permet de faire des économies liées soit au DPE, soit à l'assainissement pour éviter les mauvaises surprises. Ok, alors on parle beaucoup chiffres, hein, du coup, on se rend compte que le plan de financement, c'est un peu la colonne vertébrale du projet. Qu'est-ce qu'il doit inclure finalement, ce plan de financement? Comment il va se décomposer Communément, le plan de financement, il détermine d'un côté toutes les dépenses qu'on va avoir à faire, sur le le projet? jour où on va acheter le bien, donc ça va du prix du bien qu'on va donner au vendeur jusqu'aux frais de dossier à la banque, en passant par les frais de garantie, etc. Donc on prend et on liste tous les éléments De dépenses. de dépenses. Donc de l'autre côté, on va avoir l'apport du client et par différence, on va avoir le besoin en financement que l'on va aller chercher. Ce besoin en financement, il peut être de plusieurs ordres, parce qu'il existe plusieurs types de prêts. On va avoir le prêt principal, bien évidemment, qui est un prêt commun, classique, avec les conditions de marché et une durée qui peut aller jusqu'à 30 ans, mais on va dire jusqu'à 25, parce que 30 ans, c'est un peu une exception, et c'est fonction de l'âge des clients. Et rares D'accord. sont les banques qui pratiquent ce financement-là, mais ça existe. Et puis après, on va avoir aussi d'autres prêts qui peuvent s'intégrer dans le plan de financement, tels que le prêt à taux zéro, tel que l'éco-PTZ, notamment dans la rénovation et les travaux énergétiques. Et puis, on peut avoir également des prêts, ce qu'on appelait le 1% patronal à l'époque, mais qui est en fait Action Logement, qui est le prêt octroyé par un collecteur pour lequel cotise en fait l'entreprise X ou Y de nos clients. Ok. Voilà. Donc en clair, il n'y a pas de financement type. Chaque client, fonction de sa situation, en fonction du bien qu'il achète, a une solution différente. Et notre job à nous, c'est de faire en sorte de trouver la meilleure solution, à la fois en termes de conditions, de coûts, mais également de garantie. Ouais, et ouais, d'ailleurs, il y a aussi le prêt relais. Si je vends mon bien, je vais pouvoir aussi prendre en compte ce Ouais, montant-là qui vient se rajouter à la liste des autres prêts que tu as cités exact. précédemment, quoi. Exact. Le prêt relais, alors souvent ça fait peur. Tout le monde est là en train de dire ah, le prêt relais, faut pas y aller, faut pas y aller, faut pas y aller. Non, c'est un prêt parmi tant d'autres, c'est une solution parmi tant d'autres. À compter du moment où le montage est sécurisé Mm. et safe pour les clients et que on a un scénario que j'appellerais crash test qui permet au client d'être complètement serein dans le cadre de la vente de son bien, il n'y a aucune raison d'avoir une dimension anxiogène sur le prêt relais. Le prêt relais est un très bel outil, notamment quand on doit vendre Mm, sa maison et en clairement. acheter une autre. Donc il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible. Chaque situation étant différente, il faut regarder. Parfois c'est intéressant, parfois ça ne l'est pas. Oui, d'ailleurs, Donc on a souvent tendance à dire que ça coûte cher, mais moi, l'expérience me fait dire que ça coûte d'ailleurs souvent moins cher que de partir en location, quoi, que de vendre d'abord, payer un loyer, faire un double déménagement. oui, Quand tu fais le ratio entre les intérêts payés et un loyer que tu devrais payer en attendant, enfin, oui, ça a un coût. c'est... Ça a un coût parce que la banque, Ah quand ben, elle prête de l'argent, elle ne va pas le prêter gratuitement.
On a connu des périodes où c'était peu élevé. Aujourd'hui, c'est un peu plus élevé. Bon, on est autour des 3, 3,5%. Ça reste acceptable. Il y a des pays où c'est bien plus élevé et on n'est pas sur des taux fixes. Donc, mais ce coût, il est présent, mais en effet, il peut être parfois moindre, même souvent moindre, que le double déménagement, que les loyers, et puis que le parcours du combattant pour aller trouver un locataire, un loyer, pardon. Donc voilà, et puis on l'intègre dans le projet, donc ça fait partie des coûts inhérents à l'opération et au projet. Ok, top. Et puis du coup, alors, comment moi je peux m'assurer que le plan de financement, il est cohérent avec le compromis de vente finalement? Bah, c'est assez simple. Alors, c'est assez simple pour nous. Comme j'expliquais tout à l'heure, nous, on reprend tous les éléments. J'ai un exemple très clair. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une cliente qui vient me voir, Julie, elle me dit, voilà, j'ai un besoin, je vais acheter mon appartement. Et grosso modo, on avait une enveloppe de 300 000 euros entre l'appartement, les frais de dossier, les frais de notaire, les frais de garantie, les frais bancaires, enfin voilà. Le budget était de 300 000 euros. C'est ce dont on a besoin le jour de la signature chez le notaire et quand elle récupère les clés. De l'autre côté, la cliente avait 50 000 euros. D'accord? Donc, le besoin réel de financement, il est de 250 000 euros. Et cette personne avait la possibilité d'avoir un prêt à taux zéro de 40 000. Et donc, par soustraction, elle a donc un besoin de 210 000 euros. Donc, on a fait un prêt avec un prêt principal de 210 000 euros et puis un deuxième prêt de 40 000 euros. Alors après, il y a une petite spécificité, c'est que le prêt à taux zéro, mais on ne va pas rentrer dans le détail là tout de suite, fait qu'on a souvent ce qu'on appelle des périodes de lissage avec des paliers, puisque on diffère en fait une partie du remboursement du prêt à taux zéro pour laisser la place au prêt complémentaire en termes de remboursement. C'est un peu technique, mais l'intérêt au-delà du coût du prêt à taux zéro, c'est qu'en fait, on amortit plus vite le prêt complémentaire et que ça fait des économies. Ah, du coup, c'est quand même vachement technique tout ça. Enfin, moi, je pense que si je ne serais pas du domaine, je sais pas si je me sentirais à l'aise pour faire tous ces calculs moi-même et savoir si tout s'embrique bien. Voilà, dans il paraît que c'est un métier, tout au moins c'est le nôtre aujourd'hui. On est là pour accompagner les clients, faire en sorte de sécuriser leur plan de financement, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est hyper important. C'est vraiment la base. On parle de maison. Bon, quand on achète une maison, la base de la base, c'est les fondations. Et c'est un peu la même chose. Les fondations sont celles-ci et il faut rien oublier. Pourquoi? Parce que il faut pas que le client ait une mauvaise surprise. C'est-à-dire que le jour où il signe chez le notaire, il faut pas qu'on lui sorte de notre chapeau un montant qu'il ne pourrait pas couvrir ou qui le mettrait en situation délicate d'aller puiser sur son épargne résiduelle pour pouvoir payer ces éléments-là. Donc, nous, on fait en sorte de tout checker pour que le client n'ait pas de mauvaise surprise et que ça se passe dans les meilleures conditions. Du coup, alors, une fois qu'on a checké tout ça, on passe à la collecte des documents. C'est quoi les indispensables, finalement? Alors, encore une fois, ça dépend des clients, mais on va dire que alors les documents peuvent être très nombreux. Les banques peuvent nous demander beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle on sollicite beaucoup les clients pour qu'ils nous donnent en réalité toute leur vie, c'est-à-dire qu'on connaît tout de leur vie. Mais un dossier, sur la globalité d'un dossier, ce dont on va avoir besoin, bien évidemment, c'est les pièces d'identité en cours de validité. Alors n'oubliez pas qu'il faut bien évidemment faire en sorte de renouveler vos pièces d'identité, parce que bon nombre de fois, nous avons des pièces d'identité qui sont plus valides. Même si on a une durée de prorogation avec les dates, etc., ça complexifie les choses. Donc, si on peut faire en sorte d'avoir nos pièces d'identité qui soient en cours de validité, c'est une bonne chose. On va demander les relevés bancaires, parce que les trois derniers relevés bancaires sont quelque chose d'important sur le fonctionnement des comptes, sur le comportement bancaire. Tout ce qui a trait, en fait, au bulletin de salaire et à la rémunération, de façon assez large. Donc, les fiches de paye, mais également les avis d'imposition, pour faire en sorte de vérifier le niveau d'imposition, mais également la déclaration des revenus. Et le compromis, bien évidemment, signé. D'accord. Et puis, élément important, c'est que nous, on ne peut pas envoyer en banque un dossier si notre mandat, puisque nous sommes mandatés par le client pour pouvoir transmettre le dossier en banque, ce document est quelque chose d'important. Cette liste, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'en clair, ça peut être beaucoup plus important, notamment quand on est en présence de clients tels que des chefs d'entreprise, des auto-entrepreneurs, des gens qui pourraient avoir du foncier, où là, on va rentrer dans des éléments où on va demander de plus en plus d'éléments. C'est assez fastidieux, mais c'est nécessaire. Une fois qu'on a collecté tous ces éléments, on s'occupe de tout.
et on transmet les éléments à la banque. Ok, donc c'est finalement ton rôle de courtier dans tout ça. Parce qu'on a deux possibilités, hein, finalement. C'est soit on estime qu'on veut le faire soi-même, hein, voilà, ou soit on décide de passer par un courtier pour nous accompagner dans tout ça. Qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi ton rôle de courtier dans tout ce qu'on vient de se dire finalement? En fait, le rôle, pour ma part, et notamment à la Maison des courtiers, c'est un rôle d'accompagnement. Certes, nous sommes là pour aller chercher des solutions de financement, des conditions, bien évidemment, parce que nous avons des conditions pré-négociées avec nos partenaires, mais on est là, je pense, surtout pour un accompagnement. La recherche de financement est quelque chose de rigoureux, de fastidieux, qui nécessite vraiment, vraiment une expertise, et notamment dans certains cas, plus que dans d'autres. Chez nous, en fait, on a Aurélie qui se charge en fait de toute la partie administrative et qui va s'assurer que tous les documents sont bien numérisés. Pas de photos, par exemple, de sa carte d'identité. Il faut que ça soit bien numérisé, que les numéros soient lisibles, que ce soit conforme, que ce soit bien classé dans les règles de l'art. Parce que n'oublions pas qu'un dossier bien préparé, ça facilite le travail de nos partenaires. Et quand ça facilite le travail de nos partenaires, ça fait en sorte d'aller plus rapidement sur des décisions et de donner envie, bien évidemment, d'accompagner le client. Eh ben, écoute, merci Laurent pour toutes ces explications. Je pense qu'on a fait le tour pour cette deuxième partie. Alors, pour résumer, après avoir trouvé le bien, il faut absolument revalider les informations, signer le compromis de vente avec les clauses nécessaires, élaborer un plan de financement solide et constituer un dossier complet. Exactement, ces étapes sont essentielles pour sécuriser ton projet, avancer sereinement vers l'obtention de prêts, qui est l'objectif, bien évidemment. Dans le prochain épisode, on parlera plus en détail de l'envoi du dossier à la banque, la gestion des retours, la négociation, bien évidemment, pour obtenir les meilleures conditions possibles. Reste à l'écoute. Et si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. À très bientôt pour le prochain épisode.